Bonjour et bienvenue ici en direct de la Dépêche du Midi au siège toulousain de notre quotidien. J'ai le plaisir de vous accueillir pour parler déplacement aujourd'hui grâce à un événement organisé par la Fabrique de la Cité, un think tank qu'on va vous présenter dans quelques instants. On va parler des déplacements des Toulousains puisque ce rendez-vous va nous permettre de prendre connaissance d'une grande enquête, un grand sondage qui a été commandé par la Fabrique de la Cité auprès de l'Institut Ipsos. Un sondage qui a été réalisé dans 3 métropoles et agglomérations en France. Toulouse, qui est la dernière étape de présentation. Auparavant, ont eu lieu les présentations à Nice et également à Tours. Donc ça nous permettra de comparer les habitudes de déplacement des habitants de ces 3 agglomérations pour voir comment se déplacent les Toulousains, quels sont leurs souhaits en matière de déplacement, de mobilité aujourd'hui et surtout demain. Alors pour en parler, on a le plaisir d'accueillir ici à la Dépêche du Midi Jean-Michel Latte. Bonjour et bienvenue. Alors vous êtes adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole et président de Tisséo. C'est surtout cette casquette qui nous intéresse aujourd'hui. Alphonse Coulot, vous êtes chargé de mission mobilité à la Fabrique de la Cité. Vous nous expliquerez qui est la Cité, la Fabrique de la Cité, puis pourquoi vous avez souhaité mener ces enquêtes dans ces 3 villes de France. Étienne Mercier, on décortiquera avec vous l'enquête Ipsos, puisque vous êtes directeur de clientèle chez Le Sondeur. Et Florent Quérol, vous êtes le directeur des relations institutionnelles d'Airbus. Et vous témoignerez sur la mobilité des salariés d'Airbus, parce que c'est important. Vous êtes le premier employeur privé de la ville de Toulouse, de l'agglomération. Et on verra comment vous aussi, à votre niveau, vous répondez aux enjeux des mobilités. Alors Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, n'a pas pu se joindre avec nous en raison de contraintes d'agenda. En revanche, il s'adressera tout à l'heure à vous à travers un message vidéo qu'il est venu enregistrer ici même au siège de la Dépêche du Midi il y a quelques instants. Alors, vous pourrez également poser des questions à l'issue des échanges de la table ronde. Vous avez l'onglet questions-réponses. Il vous suffit de l'écrire pendant le débat. N'attendez pas la toute fin. Vous pouvez l'écrire tout au long de la table ronde et on prendra les questions à l'issue et on tentera d'y répondre avec nos intervenants. Alors, première question. Alphonse Coulot, vous êtes responsable de la mobilité à la Fabrique de la Cité. Alors, tout le monde ne connaît pas la Fabrique de la Cité. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce think tank ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la Fabrique de la Cité, c'est un think tank en prospective urbaine qui travaille de 2 façons, soit des productions écrites, des rapports, des notes, des explications sur le contexte, et puis des événements, des tables rondes comme aujourd'hui par exemple, sur des sujets de prospective urbaine, je disais, qui sont en fait assez vaste sur l'actualité urbaine. Ça va évidemment des mobilités, de la décarbonation des déplacements, au sujet de réindustrialisation des grandes villes ou des villes moyennes, des sujets sur l'espace public, comment allouer l'espace public au cœur des villes, des espaces verts au cœur des villes par exemple, des villes de santé. Puis le mois de janvier, en fait, on travaille sur le sujet de la décarbonation des mobilités et via l'angle des inégalités. Pour resserrer un peu ce thème qui est très vaste et essayer de comprendre 2 questions rapidement. Comment décarboner les mobilités et comment les décarboner pour tout le monde de la façon la plus intelligente et la plus douce qui soit, sans exclure personne, sans exclure aucun usage. Et donc d'où nos productions depuis le mois de janvier, donc des notes, et puis ces sondages qu'on vient dévoiler pour un travail de terrain, et puis comparer les métropoles, et puis enrichir nos productions écrites d'un vrai travail de terrain. Alors, un sondage, vous l'avez dit, sur 3 villes, mais aussi sur la France entière, pour essayer d'étalonner chacune des agglomérations et métropoles que vous avez suivies. Pourquoi vous avez choisi Nice, Tours, Toulouse ? Il y a des enjeux particuliers dans ces 3 villes ? Il y a des enjeux particuliers. Il y en a un qui est déjà assez important, c'est que finalement, ces villes-là ne sont peu étudiées. On entend beaucoup des grandes métropoles françaises, mais celles-ci moins. Elles le sont évidemment, mais un peu moins que d'autres qui prennent plus de poids. Ensuite, elles ont toutes les 3 un profil géographique et puis en termes de mobilité intéressant. Vous avez la métropole de Tours qui est assez étalée, qui a une plus forte différence par rapport aux autres entre le bâti et puis l'espace rural, ce qui forcément joue sur les mobilités et la dépendance à la voiture. Vous avez la ville de Nice qui est sur un trait de côte à la fois très touristique, très dense, mais aussi très fréquenté dans les déplacements entre l'Italie, la France et puis les grands couloirs de marchandises dans toute l'Europe. Donc là, c'est des questions de trafic sur autoroute et de trafic routier dans un espace dense, avec
un espace géographique restreint. Et puis vous avez la ville de Toulouse aujourd'hui, qui est évidemment une ville dense, qui a une forte empreinte spatiale, mais qui a un système de déconcentration des emplois, avec notamment Airbus, on en apprendra tout à l'heure, un peu plus distant du centre-ville très dense comme des villes classiques. Et donc c'est aussi d'autres flux de mobilité pendulaire de salariés qui se déplacent. Et on a essayé de reproduire en fait 3 profils de mobilité: rurale, touristique, marchandises et puis salariés, pour avoir en fait 3 profils différents qui peuvent se comparer ensuite à la grande moyenne française qu'on a. 3 photographies qui vont nous permettre Exactement. d'étalonner la métropole de Toulouse. Alors toutes ces notes, ces études, ces enquêtes que vous faites, vous les mettez à disposition des collectivités publiques? Elles sont à disposition des collectivités publiques, on leur présente et puis on diffuse auprès d'elles presque personnellement à chaque fois, mais elles sont surtout à la disponibilité de tout le monde. En fait, tous nos travaux sont publics, que ce soit des événements ou des rapports. Et par exemple, cette enquête-là sera diffusée sur notre site dès demain. Et donc, je vous encourage tous qui nous regardez et nous écoutez à aller vraiment lire tous nos rapports. Tout est public et c'est bien pour ça qu'on les fait. Très bien. Et on découvrira demain dans la dépêche la grande enquête qui concerne Toulouse. Alors cette enquête, trêve de suspense, on va découvrir les principaux résultats. Étienne Mercier, alors qu'est-ce qu'on doit retirer? Qu'est-ce que vous avez posé comme question et que doit-on retirer de ce grand sondage? Alors c'est une enquête quand même très vaste dont on va vous présenter quelques résultats qu'on a trouvés nous extrêmement intéressants avec la Fabrique de la Cité et dont on a voulu parler. Je veux juste rappeler comment elle a été faite parce qu'elle est assez originale. Cette enquête. Oui, on a interrogé en fait d'un côté 1000 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus sur tout le territoire. Et puis, sur l'agglomération de Toulouse, on a été interrogé 400 personnes qui sont, elles aussi, représentatives de la population de cette agglomération, en fonction de là où ils vivent, leur âge, leur sexe, leur catégorie socio-professionnelle. On a, entre guillemets, une petite agglomération de Toulouse qui a été reproduite à travers ces 400 personnes qu'on a interrogées. Et donc, tout l'intérêt de l'enquête, c'est d'aller comparer un petit peu ce que nous disent les habitants de l'agglomération de Toulouse par rapport à ce que nous disent les Français sur plein de choses, sur leur mobilité, leurs habitudes, mais aussi leurs souhaits, ce vers quoi ils veulent aller, leurs préoccupations et les freins qu'il y a aujourd'hui pour eux à aller vers de nouvelles mobilités. Donc c'est très riche, on va malheureusement ne parler que de quelques résultats, mais de quelques résultats qui sont assez significatifs et assez symboliques, je trouve. Les plus saillants. Mais alors on découvre avec vous, peut-être? Alors, si j'arrive à faire passer. Voilà. Alors. Hop. Alors, la première question qu'on leur a demandé, c'est d'abord comment est-ce qu'ils se déplacent au quotidien. Et on a là quelque chose qui est extrêmement intéressant. D'abord, savoir que dans l'agglomération de Toulouse, le véhicule qui reste prégnant, c'est la voiture à 71%. Et c'est le cas que l'on vive d'ailleurs hors de la ville de Toulouse, dans les autres agglomérations, où là, c'est même 85% des habitants qui utilisent la voiture dans ces autres agglomérations, mais aussi dans Toulouse, puisque dans Toulouse, dans la ville de Toulouse, 57% des habitants utilisent la voiture. Donc il ne faut pas penser, comme on a un petit peu trop tendance à le penser à Paris par exemple, que la voiture est hors des murs de la ville ou des grandes villes. À Toulouse comme à Paris, la voiture, ça reste le principal mode de déplacement. Et puis, on a quelque chose qui est un petit peu spécifique, parce que pour ce qui est d'usage de la voiture, finalement, Toulouse se différencie pas trop des grosses... 71, 75... Voilà, des grosses grandes agglomérations de 100 000 habitants et plus. C'est sur les transports en commun où il y a une utilisation qui est un petit peu plus fréquente, vous le voyez. Dans les grandes agglomérations de 100 000 habitants et plus, c'est 43% des habitants qui utilisent les transports en commun. À Toulouse, c'est un peu plus fort, avec 50% quand même des habitants de l'agglomération. Alors là encore, de très grosses différences, puisque si on a 67% des habitants de la ville de Toulouse qui utilisent les transports en commun, c'est plus que 33% au niveau des agglomérations, des villes hors de l'agglomération, des autres villes de l'agglomération hors Toulouse. Et on voit bien que les habitants qui ne vivent pas aujourd'hui dans la ville de Toulouse, eh bien, ils ont un accès beaucoup plus compliqué et beaucoup plus restreint aux transports en commun. C'est le principal enseignement, c'est la difficulté d'accès au réseau de transport en commun. Oui. Tu peux expliquer ces chiffres? Oui, ça explique en partie, mais vous voyez qu'il y a de très fortes disparités en fonction du fait qu'on habite dans Toulouse ou dans les autres villes de l'agglomération. Alors, l'autre enseignement, et ce qui est intéressant, voilà.
C'est les moyens qu'ils pourraient utiliser pour réduire leur empreinte écologique. Il faut savoir que c'est peut-être quelque chose d'assez nouveau et on le voit avec les habitants de l'agglomération de Toulouse. Ils ont de plus en plus le sentiment que leurs déplacements ont un impact sur l'environnement. Auparavant, ce n'était pas le cas. Il y a encore 3 ans, 4 ans, vous interrogez les Français ou les habitants des grandes villes, ils vous disaient bah, écoutez, c'est d'abord les usines, c'est les transports en camion, moi je pollue, mais pas trop. Depuis 2-3 ans, on observe qu'il y a vraiment une prise de conscience très très forte des habitants des grandes agglomérations qui disent je sais que, et l'enquête le montre, je ne montrerai pas les chiffres là, je sais que mes mobilités ont un impact sur la qualité de l'air ou sur la faune et sur la flore là où j'habite. Et donc cette prise de conscience, elle fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils envisagent et ils essayent d'envisager de nouveaux modes de déplacement. Là encore, on ne vous montre pas le chiffre, mais sachez que plus d'un habitant sur 2 dans l'agglomération prévoit de changer d'ici 5 ans son mode de déplacement, même d'ici 2 ans, qu'est-ce que je dis d'ici 2 ans, son mode de déplacement pour avoir un mode de déplacement qui soit plus respectueux de l'environnement. Vous voyez la prise de conscience quand même qu'il y a. Et quand on leur demande comment vous aimeriez vous déplacer, il y a 3 modes qui sortent très fort. D'abord, ce qu'on appelle les modes doux, c'est-à-dire à pied ou en vélo, à 45%. Et puis, quasiment à égalité, le véhicule électrique ou hybride à 32%. Et le véhicule électrique, on pourra en parler un petit peu après, mais il convainc de plus en plus les Français dans leur ensemble et les habitants de l'agglomération de Toulouse aussi. Mais encore faudra-t-il donner un petit coup de pouce en termes d'aide et d'équipement en borne pour qu'ils basculent définitivement. Et puis, les transports en commun. Les transports en commun, ça, c'est une spécificité aussi qu'on a sur l'agglomération de Toulouse, cette volonté d'utiliser un peu plus les transports en commun. J'ai envie de vous dire quand même que le point commun entre ces 3 modes de déplacement, quand même, c'est que pour beaucoup, ils sont sur route quand même. Pas seulement, mais ils sont en partie sur route. Donc il y a quand même quelque chose à voir de ce côté-là. On voit les transports en commun, 35 points versus 21 seulement pour la France. Donc, exactement. Il y a quand même une appétence des Tout Toulousains pour les transports en commun. Une volonté de les utiliser plus qu'aujourd'hui. Peut-être une culture du métro, on en parlera tout à l'heure. Exactement, qu'ont pas toutes les agglomérations qu'on a pu interroger. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement à quel point ils peuvent aujourd'hui, ils sont en capacité de, si j'arrive à passer l'image, à quel point ils sont en capacité de justement pouvoir changer leur déplacement. On leur a demandé est-ce que vous aimeriez avoir un autre mode de déplacement, vous qui utilisez la voiture aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez utiliser? Et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, la grande majorité des habitants de l'agglomération aimeraient pouvoir ne plus utiliser leur voiture. Mais ça n'est possible que pour 39% des habitants. Alors je dis que 39%. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme par rapport à ce qu'on voit en France où c'est 76%, ou par exemple par rapport aux autres agglomérations de 100 000 habitants et plus, c'est beaucoup ce 39%. Mais on oublie, et il ne faut pas les oublier aujourd'hui, les 39% qui nous disent aussi, les autres 39% qui nous disent j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et là, c'est là où il y a des solutions à leur proposer. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on leur propose? Ça va être, je pense, aussi une partie de notre discussion aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a seulement un habitant de l'agglomération sur 5 qui finalement nous dit aujourd'hui non, je ne veux pas changer, je suis satisfait d'être en voiture et je ne bougerai pas, même si je le pouvais, parce que j'aime la voiture. Donc il y a beaucoup de gens qui voudraient changer. Et là encore, on observe qu'il y a une vraie différence, et j'en finirai avec ce chiffre, une vraie différence entre ce qu'on voit dans la ville de Toulouse et hors de la ville de Toulouse. J'ai un peu de mal. Voilà, vous voyez que là, il y a des vraies différences. Quand vous êtes dans la ville de Toulouse, vous êtes à 59%, c'est-à-dire 6 habitants de la ville de Toulouse sur 10 nous disent aujourd'hui j'aimerais, et ce serait possible si je le voulais vraiment. On voit carrément dans la ville ce qu'il est possible de faire et de changer, c'est énorme. Quand on est dans les autres villes de l'agglomération de Toulouse, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils sont seulement 1 sur 4 à nous dire oui, j'aimerais, ce serait possible si je le souhaitais vraiment. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Tout le reste de la population, les 2 tiers, eux, ils ne peuvent pas changer. Alors une partie parce qu'ils ne veulent pas, les 28%, ils sont un petit peu plus prisonniers de la voiture, mais il y a ceux, les 45%, quasiment 1 sur 2, qui nous dit aujourd'hui j'aimerais bien, mais pour le coup, je n'ai pas de solution. Voilà ce qu'on pourrait dire très rapidement. Je ne vais pas vous assommer avec trop de chiffres, mais il y aurait tellement de choses à dire sur cette belle enquête et sur ce que sont aujourd'hui les mobilités des habitants de l'agglomération de Toulouse. On a bien retenu une envie de changer, de décarboner ces modes de déplacement, une appétence pour les transports en commun, mais une disparité territoriale entre la ville-centre et le reste de la métropole, en gros. Tout à fait. En gros, c'est ça. Alors, cette grande enquête, Jean-Luc Moudinque, évidemment, en a été destinataire. Il a étudié
Didier. Et il n'a pas pu être avec nous actuellement, mais il a souhaité s'adresser à vous et nous livrer les enseignements qu'il retire de cette grande enquête à travers cette vidéo que je vous invite à regarder avec nous. Alors, la première chose, c'est une enquête qui élève le débat. C'est une enquête faite par un organisme indépendant, professionnel, qui a l'habitude d'analyser, d'étudier ce qui se passe dans les villes françaises. Ça nous change d'enquêtes ou de classements qui sont faits, on ne sait pas trop sur quels critères, souvent par des organisations associatives ou militantes. La deuxième chose que je retiens sur le fond cette fois-ci, c'est que les Toulousains, grosso modo, sont plutôt satisfaits de tout ce qui a été fait pour développer les alternatives de déplacement à la voiture individuelle et en particulier les transports en commun. Je note la forte attente sur le vélo, mais également sur les transports en commun, l'idée que nous avons une offre qui est bonne, mais les gens disent cette offre, au fond, je ne l'utilise pas assez et je suis prêt à l'utiliser davantage. Moi, j'en déduis que nous devons la rendre encore plus attractive. Toulouse, c'est la 5e agglomération française, mais quand on regarde les chiffres de fréquentation, je mets à part évidemment les épisodes Covid, nous sommes 3e. Ce qui est très encourageant et ce qui montre bien que les politiques d'investissement soutenues qui ont été développées au fil du temps, elles ont porté leurs fruits. Et donc on a un score qui est meilleur que la moyenne française. Et quand je vois un score meilleur, je n'ai pas comme réflexe d'être autosatisfait. Au contraire, j'ai le réflexe de dire, bon, notre effort est reconnu, raison de plus pour aller plus loin et proposer d'autres étapes, d'autres progrès. Alors dans quelques semaines, au début du mois de mai, on va marquer l'actualité nationale puisque nous allons inaugurer à Toulouse le téléphérique urbain le plus important de France. C'est quelque chose qui, sur le plan de l'innovation, va, j'en suis certain, marquer les esprits et créer jurisprudence. Au-delà, nous préparons depuis quelques années ce qui est notre grand projet, le plus structurant, c'est la 3e ligne de métro. C'est une ligne qui est à ce point importante que sa longueur est égale à l'addition de la ligne A et de la ligne B qui existent. Et donc, son impact va être très considérable avec un lien renforcé sur un autre mode de transport où il y a beaucoup d'attentes en ce moment, c'est-à-dire le ferroviaire, sous la gouverne de la région, avec laquelle on a travaillé et bien travaillé. Donc, il va y avoir une interconnexion entre le réseau ferroviaire régional de proximité et cette 3e ligne. Cette 3e ligne, 28 km, 21 stations et un rendez-vous pour sa mise en service à la fin de l'année 2028. Donc, avec cette enquête-là, je mesure qu'elle est véritablement attendue par les habitants et ça correspond au fait que nous l'ayons priorisée. La deuxième chose que je voulais souligner et qui est en résonance là aussi à la fois avec nos choix et les attentes des gens telles qu'elles ont pu être mesurées par cette enquête, c'est le réseau Express Vélo et au-delà, la politique cyclable. Il y a une forte demande, nous sommes dans une grande ville, on n'en est pas étonné, il y a une forte demande pour développer les infrastructures cyclables. Ça tombe bien, on n'a plus que doublé le budget, on atteint un niveau d'investissement dans ce mandat qui n'a jamais été connu et choisi à Toulouse et qui devrait permettre d'ici quelques années d'avoir conforté, développé et puis amélioré qualitativement ce réseau qui, aujourd'hui, reconnaissons-le, a un certain nombre de carences que nous devons corriger en termes de continuité cyclable et de sécurité et de confort du cycliste pour justement l'attirer vers ces itinéraires. Voilà, moi je mesure dans cette enquête à la fois une satisfaction globale sur ce qui a été fait, mais la volonté des gens de contribuer à la transition écologique en utilisant d'autres modes de déplacement qui correspondent justement aux grands investissements que nous faisons. Voilà les mots de Jean-Luc Moudenc enregistrés il y a quelques minutes ici au siège de la Dépêche du Midi. Alors Jean-Michel Latte, on a entendu le président de Toulouse Métropole débriefer rapidement cette enquête. Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, je vais reprendre sa base. Une satisfaction, une exigence. La satisfaction, c'est de voir que les chiffres qui nous sont donnés montrent que le réseau de Toulouse Métropole, il est apprécié, il est fréquenté, on le sait, et donc il correspond à un vrai besoin.
on l'a dit tout à l'heure, ces chiffres, ils sont positifs. Ils sont positifs et donc ça, c'est quelque chose qui nous fait grand plaisir. Mais c'est aussi une exigence. C'est l'exigence d'aller plus loin et de trouver des solutions par rapport aux difficultés qui demeurent. On le sait aujourd'hui, la mobilité, c'est un des enjeux majeurs des grandes métropoles. C'est là où nous aurons le plus gros budget de tous les budgets métropolitains. On parlait tout à l'heure du budget toulousain, le second de France après Paris, après le Grand Paris, le 5e européen dans notre investissement. Donc il faut qu'on se prépare justement à développer ce réseau, en particulier par rapport à des remarques qui apparaissent dans ce sondage. On parle de Toulouse et de son agglomération. Et on voit qu'il y a deux niveaux de lecture en fait. Et ça veut dire qu'on peut améliorer les choses côté agglomération. La 3e ligne, elle passe au nord toulousain, elle sort de Toulouse et elle sert de colonne vertébrale à un ensemble de réseaux qui vont se mettre en place dans les années qui viennent. La grande différence, au-delà de la taille de la 3e ligne avec les 2 premières, c'est que la 3e ligne, elle est connectée avec 5 gares. Ce n'est pas un hasard. Quand on a dessiné ce dispositif, en liaison avec la région, on a dit il faut que cette nouvelle ligne elle puisse permettre l'intermodalité. Et donc on a ces 5 connexions qui pourront devenir le socle de ce qu'on appellera le RER toulousain un jour, avec 5-6 lignes possibles. Et sur ce socle-là, on pourra aussi rebattre le réseau bus. On parle pas souvent du réseau bus. C'est moins prestigieux. Pourtant, mais vous avez beaucoup investi dans les linéos. Hein. On va rappeler peut-être combien de lignes linéos vous avez mis en service. Il y en a 9 et on en prépare 5 de plus. Et alors, ce que vous dites est intéressant. En 2019, le réseau toulousain est celui qui progresse le plus de France. Plus que le réseau parisien, plus que les autres réseaux. On a été primé d'ailleurs par Wheelride Transport. On est à plus de 5% quand la moyenne est à 2,5%. Pourquoi ? Il n'y a pas encore la 3e ligne, il n'y a pas encore le téléphérique, mais parce qu'on a fait le Big Bang des bus avec la création de ce réseau. On a créé sur ce mandat-là 9 lignes linéo. On rappelle le principe d'une ligne linéo peut-être ? C'est une ligne qui, avant tout, présente de l'offre. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un linéo. Et on envoie beaucoup d'offres sur des zones où il y a une population qui peut répondre à cette offre. Alors en plus, il y a de l'aménagement avec des couloirs bus, avec des priorités au feu, avec de l'information embarquée, etc. etc. Aujourd'hui, on a 9 linéos. Ils transportent plus de 120 000 personnes par jour. On me dit toujours, le téléphérique arrive, j'en suis ravi. Le téléphérique, ça sera 8 000 personnes jour. Le linéo 1, on l'avait prévu pour 16 000, il fait 26 000 personnes jour. C'est un petit tram, le linéo 1. Voilà. Donc on a aujourd'hui une forte progression, avant même que l'on développe le métro, grâce à notre réseau de bus, le réseau linéo, et puis la redistribution du réseau qui se situe autour. Donc on a vraiment du travail à faire. Et il faut raisonner tout transport confondu. Le maire de Toulouse parlait du vélo, c'est une évidence. Sur le réseau métro, on est en train de préparer des capacités d'accueil protégées pour les vélos, pour qu'on puisse avoir cette intermodalité entre des modes doux et ce que nous mettons en place. L'idée, c'est qu'on puisse faire le dernier kilomètre en vélo et pour rejoindre sa station de métro, pour aller... Exactement. C'est qu'on ait une habitude de multimodalité. Vélo-métro, on a eu autrefois une campagne de com de Tisséo sur ça. Vélo-métro, c'était, je crois, un beau slogan. Alors peut-être on peut rappeler la 3e ligne de métro, où on en est, quelques éléments de calendrier pour fixer les idées pour nos lecteurs et nos internautes. Alors c'est très très long de faire un métro en France aujourd'hui, parce qu'on a une phase préliminaire administrative qui est assez ahurissant. Ça a commencé en 2016 avec le grand débat public. La Commission nationale du débat public nous a demandé de tenir un grand débat public pour que les Toulousains s'approprient ce métro. J'ai tenu à l'époque 80 réunions publiques. Voilà, ça a été. Et puis quand le rapport a été rendu, on nous a dit, la Commission nationale nous a dit, plus de 70% des gens sont favorables au métro. Et donc on est parti sur une première procédure d'enquête sur le PDU, plan de déplacement urbain, une seconde procédure d'enquête sur le métro, et là on est en train de terminer ce qu'on appelle l'étude environnementale. Qui a été accordée. Hein, voilà, les commissaires enquêteurs ont rendu un avis très favorable à cette enquête, et puis maintenant c'est le préfet qui aura le dernier mot, puisque c'est lui qui va prendre un arrêté sur ce rapport qui nous permettra de démarrer. Donc ça veut dire début des chantiers fin de l'année 2022 ? Voilà, à peu près.
Pour une mise en service fin 2028. On va avoir une phase très lourde entre 2023 et 2026. On prévoit plus de 40 chantiers sur l'agglomération toulousaine. Et puis une baisse de l'importance de ces chantiers parce qu'on passera au second œuvre à partir de 2026. Et puis on aura la marche à blanc en 2028. Très bien. Les Toulousains utilisent les transports en commun plutôt pour aller travailler, plus pour se divertir, pour aller faire des achats? La troisième ligne, c'est la réponse à un déficit. Là où Toulouse a un mauvais chiffre, c'est la distance domicile-travail. Et donc, quand on a dessiné cette troisième ligne, on a mis comme point d'accroche les zones d'activité et les grosses entreprises. Je suis à côté d'un responsable d'Airbus. Sur Airbus, nous avons prévu 5 stations. La station d'Airbus Defence and Space, on a la station qui est située au bord du canal où on a l'usine Airbus, on a le TOEC qui est une partie d'Airbus aussi, le TOAC plutôt, et puis on a ensuite Saint-Martin-du-Touche et Colomiers. Donc on a vraiment là, côté Airbus mais côté monde industriel, une ligne qui est la ligne de l'emploi, plus que les 2 autres lignes qui sont plus des lignes vers le centre-ville. Quelle projection de voyageurs vous prévoyez sur cette ligne une fois mise en service? Alors on prévoit à l'ouverture 200 000. Mais par jour? Par jour, oui. Ce qui est très important, c'est de voir la capacité d'évoluer. La ligne A, on l'a développée, elle est à 240 000 par jour aujourd'hui, mais on a la capacité d'aller jusqu'à 400 000 dans les années qui viennent. La ligne B, ce sera pareil, on aura la possibilité d'aller jusqu'à 400 000. La ligne C, on pourra aller jusqu'à 600 000. Ça veut dire qu'on aura, avec notre réseau métro, une capacité pour 30 ans qui est tout à fait importante et on pourra évoluer. Parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Là, en l'occurrence, c'est une réponse immédiate, mais aussi c'est une prévision pour les années à venir. C'est ça. Un métro, c'est cher, c'est compliqué à faire, oui. Mais quand c'est en place, d'abord à l'exploitation, c'est moins cher qu'un autre mode de transport. Et ensuite, on a des possibilités d'évolution qui sont en capacité tout à fait infinie. Très bien. Alors, justement, vous parliez de la ligne de l'emploi, Jean-Michel Latte. Florent Quérol, vous êtes le directeur des relations institutionnelles d'Airbus Opération. Donc, Airbus, vous êtes le premier employeur privé de l'agglomération de la métropole toulousaine. Vous êtes évidemment, vos salariés, impactés par les questions de mobilité, ne serait-ce que pour accéder à son poste de travail. Aujourd'hui, les déplacements quotidiens des Airbusiens, ça représente quoi ? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité pour déjà représenter effectivement un des principaux acteurs industriels et économiques au niveau de la plateforme toulousaine. Alors, au niveau d'Airbus, ça représente quoi? Ça représente à peu près 25 000 emplois sur Toulouse, essentiellement concentré sur la partie nord-ouest. Et c'est pour ça qu'on a collaboré avec Tisséo et Toulouse Métropole pour se tracer en fait au niveau de la troisième ligne. 25 000 personnes en direct, c'est 40 000 personnes qui viennent en fait quotidiennement sur le site industriel d'Airbus. Donc on voit bien que on est en attente effectivement d'avoir cette troisième ligne de métro d'ici à 2028 pour pouvoir effectivement désengorger le trafic autour des sites industriels. Alors, comme vous le savez, Airbus, on s'est engagé en fait sur une aviation décarbonée. Une aviation décarbonée avec un lancement d'un avion décarboné à 2035. Donc finalement, la ligne de métro à 2028 va arriver au bon moment. Et ça veut dire aussi que on s'engage pleinement sur la décarbonation pour nos salariés en termes de mobilité douce. Et on le verra plus tard, mais on a effectivement un plan de mobilité entreprise assez agressif pour permettre une meilleure connexion entre le domicile et le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes de congestion, on n'a pas vu l'étude complète, mais en tout cas, dans les premières slides, il y avait 63% des Toulousains qui disaient oui, j'ai des problèmes, des fois je suis bloqué dans les bouchons, je perds du temps. Est-ce que c'est pour vous, premier employeur industriel de la métropole, un problème aussi je sais qu'un de vos présidents avait dit moi je commence à avoir des problèmes parce que j'ai des compagnons qui ont du mal à arriver à l'heure, à prendre leur poste. Alors c'est un bon exemple en lisant effectivement les résultats de l'étude. Il y a un chiffre qui m'a interpellé. Il y a 56% finalement des personnes qui disent finalement le trajet c'est une perte de temps.
Et nous, en tant qu'industriels, la perte de temps, c'est aussi, ça impacte directement notre compétitivité. Donc, effectivement, oui, on a à cœur de diminuer ces temps de trajet pour l'avenir, et on s'y attelle depuis quelques années. Très bien. Alors on va oui, Alphonse, vous vouliez peut-être rebondir allez-y. sur ces questions-là et à propos de la perte de temps et justement de la congestion que vous évoquez. Malgré les bons chiffres de l'étude sur les transports en commun qui montrent qu'il y a une offre quand même variée déjà avec le métro et les bus par exemple, et puis que cette offre existe et en plus est utilisée, il y a un chiffre qui peut fâcher, mais c'est quand même l'importance de la voiture encore, le problème de la congestion. Et peut-être pour vous, Monsieur Latte, comment en fait on peut répondre à ces conducteurs qui, si la voiture crée de la congestion, c'est vraiment pas forcément un confort, qui malgré tout prennent la voiture et qui n'utilisent pas encore les solutions. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de solutions? Est-ce que peut-être qu'on ne communique pas assez autour des solutions et qu'il faut encourager davantage le déplacement? Comment vous réagisseriez en fait à ce chiffre de la voiture qui reste malgré tout important? Je crois que les deux éléments que vous évoquez sont cumulables. Le premier, c'est le réseau. Le réseau, il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer en particulier sur la connexion entre la première, deuxième couronne et la ville-centre. Donc, le projet troisième ligne, c'est ça finalement. C'est de greffer des capacités qu'on n'a pas aujourd'hui et qui seront renforcées par ce fameux RER toulousain dont on parle avec les connexions sur les 5 gares. Mais et ça paraît très bien dans l'enquête, je pense aussi qu'il faut éduquer les citoyens à l'usage des transports en commun dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que ces solutions qui existent, elles ne sont pas toujours utilisées. Récemment, je discutais avec un de mes collègues retraités. Il me disait, c'est formidable, depuis que je suis à la retraite, j'ai découvert le réseau de transport en commun, je ne me déplace plus qu'en bus. C'est quelqu'un qui s'est déplacé en voiture toute sa carrière professionnelle. Il a découvert seulement à la retraite qu'il y avait là quelque chose d'utile. Et donc, je pense que ce que vous dites est important. Il faut qu'on arrive à convaincre les gens que le réseau de transport en commun, c'est une vraie alternative utile, efficace et qui peut remplacer pas mal de déplacements en voiture. Ça passe par de la communication. Aujourd'hui, à la Dépêche du Midi, on avait des équipes de Tisséo à notre cantine qui expliquaient, qui présentaient le réseau, qui est souvent pas connu des gens. Ils ont un réflexe automobile, on va dire, sans savoir si l'arrêt de bus est à 2 minutes de chez eux, 5 minutes, 10 minutes. Ça passe aussi par des actions comme ça ? Voilà, je n'ai pas fait exprès de les faire venir aujourd'hui. C'est le hasard du calendrier. Oui, c'est ce qu'on appelle les plans de déplacement d'entreprise. On a des équipes chez Tisséo qui sont dédiées à la préparation de ces plans de déplacement d'entreprise. On se rend sur place et on étudie avec l'origine-destination de l'ensemble de vos salariés comment on peut optimiser leur déplacement. Et on s'aperçoit qu'après ce travail de fond qui est effectué entreprise par entreprise, on a un glissement qui s'opère vers un usage amélioré des transports en commun, mais pas que. Tisséo est un opérateur de covoiturage. On a des parts dans l'autopartage. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent s'accumuler autour de ce dispositif et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à la Dépêche, et tant mieux. Et Étienne Mercier, oui. Il n'en reste pas moins vrai que dans l'enquête, on le voit, il y a une partie probablement, d'ailleurs de gens qui disent je veux rester avec ma voiture, une partie probablement aussi des habitants de l'agglomération qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le réseau, mais il y en a aussi une bonne partie d'entre eux qui ne peuvent pas, qui sont prisonniers de leur voiture et qui sont obligés de la prendre. Je dis ça parce que avec ce qui est en train de se passer, l'actualité est en train de nous rattraper là. Ce sont des gens qui vont se retrouver de plus en plus prisonniers et à qui il va falloir soit proposer des solutions, soit ne pas trop montrer du doigt parce qu'on sait ce que ça peut donner à la fin. Donc on est sur une situation quand même, je pense, extrêmement sensible et il va falloir faire quand même très attention à tous ces gens qui aujourd'hui sont, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais prisonniers de leur voiture et qui doivent utiliser leur voiture non seulement pour aller travailler, mais pour aller au supermarché, pour aller à l'hôpital ou faire des démarches administratives. Alors à l'inverse, ceux qui peuvent changer de mode de déplacement plébiscitent beaucoup l'intermodalité. Ils sont prêts à faire du bus plus du métro ou du vélo plus du métro. Ça, est-ce que c'est commun aux 3 agglomérations et à la moyenne française que vous avez regardé ? Oui, cette volonté de toute façon de bouger, de changer, elle est commune sur l'ensemble du territoire français. Donc on la retrouve un petit peu partout. Il n'y a pas véritablement de spécificité. Alors vous avez des villes qui ont parfois une éducation, une conscience un petit peu plus écologique parce que c'est culturel, mais ça fait varier les choses de 2
point. Et les Français, là-dessus, ne sont pas très différents. La prise de conscience et la volonté de changer de mode de déplacement, elle est importante. Jean-Michel Latte. Oui, on a un outil quand même aujourd'hui, qui est l'outil numérique. Chez Tisséo, on travaille à des applications numériques qui permettent de rendre plus facile qu'aujourd'hui ce que vous dites, le passage du vélo parfois Toulouse, vélo propriétaire du salarié. Donc on a aujourd'hui des possibilités technologiques qui nous permettent d'optimiser ce genre de déplacement. Alors la multimodalité, vous l'avez incluse dans la 3e ligne de métro, on en a parlé, mais aussi dans le téléphérique Téléo, qui est embranché sur la ligne de métro au niveau de Bellevue. Ça aussi, c'est devenu un prérequis maintenant quand vous faites une infrastructure de transport, de la connecter à l'existant. Bien sûr, sinon on rate la cible. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est que notre réseau soit de plus en plus maillé. Et donc on travaille en permanence à ce maillage. Quand on dessine une ligne, que ce soit du linéo, du métro ou du téléphérique, on cible le maillage. Très bien. Et les linéos ont pour but aussi, sur la 3e ligne future, de rabattre des voyageurs vers cette infrastructure de plus gros volume que le bus. De rabattre sur le métro, et puis si on prend l'autre bout de la ligne, de récupérer le plus loin possible de la ville-centre des usagers en passant par des systèmes d'intermodalité bus linéo. Alors Jean-Luc Moudin en a dit un mot tout à l'heure sur l'émergence du vélo. C'est un vrai désir, hein, vous l'avez mesuré dans l'enquête. Vous avez, il n'a pas donné le chiffre, alors peut-être vous allez nous le donner, que le budget est jamais aussi important a été voté. Oui. Il est de quel ordre à peu près pour le vélo? En budgétaire, 80 millions d'euros, et en dépensé, je pense qu'on va dépasser les 100 millions d'euros, ce qui est inédit. C'est une somme, mais bon, je crois que c'est nécessaire. Le réseau toulousain, et le maire l'a reconnu lui aussi, est un réseau qui est très améliorable. J'ai fait l'expérience tout à l'heure de venir à la Dépêche en vélo. Alors, c'est pas mal, sauf le franchissement de la rocade qui est compliqué. Et là, je dois dire que j'étais pas très à l'aise sur le franchissement de la rocade. Mais sinon, c'est améliorable, mais c'est accessible. Est-ce que le Covid a accéléré ou a augmenté le budget que vous prévoyiez dédié au vélo? Je pense que ça a participé, mais aujourd'hui, les modes doux, c'est dans l'air du temps. Je crois que tout le monde attend des modes doux, que ce soit le vélo ou d'autres modes doux d'ailleurs, puisqu'on a un plan marche à pied aussi qui est important. Je pense que sans la Covid, on aurait eu quand même une progression très significative de ces budgets. D'ailleurs, on s'est engagé dans la suite de la commission d'enquête sur le plan de déplacement urbain à augmenter de manière très significative ces budgets, et c'était avant le Covid. Oui, Alphonse. Je voudrais, c'est en lien avec plutôt le terme de l'intermodalité qui doit intégrer le vélo. On doit aller à vélo à sa gare de la prochaine ligne de métro ou à son arrêt de bus et pouvoir en fait avoir les modes différents. On parlait dans une autre intervention sur l'enquête de Tours, la possibilité même de prendre son vélo dans le transport en commun lui-même. Mais tout ça finalement, et ça pose aussi la question du périmètre de l'étude, ça peut être des sujets qui sont soit urbains, soit sur des zones en fait très denses et bien maillées. 35 km en vélo, c'est, à moins qu'il fasse très très beau, c'est vraiment difficile tous les jours. Et là, puisque j'ai un peu le prisme de l'inégalité en tête, très facilement, la seule option viable pour ce déplacement entre aller 25 et peut-être jusqu'à 70 km par jour pour aller au travail, la seule option là, c'est la voiture, ou alors vous parliez d'un réseau de transport qui soit autobus ou métro bien maillé, mais en réalité, l'avantage de la voiture, c'est qu'on peut la prendre quand on veut et elle nous dépose au pied de son travail. Un bus, s'il faut l'attendre parce qu'il passe toutes les 25 minutes, en fait, en 25 minutes, on a tout fait d'arriver au travail. Comment en fait intégrer ce déplacement du quotidien qui est éminemment dominé par la voiture et qui arrive en fait à qui le bus ne répond pas, enfin le métro ont du mal à répondre parce que finalement est-ce que c'est par l'intermodalité à l'entrée de ville Pas que. Dans ce que vous dites, vous faites en fait la publicité du Linéo. Le Linéo 1, c'est un bus toutes les 6 minutes en heure de pointe. Donc on n'attend pas le bus. Mais encore faut-il qu'il puisse rouler et ne pas être coincé. Oui, mais c'est ça l'enjeu aussi. Chaque fois qu'on a lancé une ligne Linéo, on a fait plus 20%. Donc les gens ont dû s'y retrouver. Alors c'est pas du 100% BHNS, hein, mais c'est déjà quand même très efficace. Et les gens prennent le Linéo parce qu'ils n'attendent pas.
parce qu'ils ont la certitude d'un bus suivant. Alors, pour illustrer ce que vous avez dit aussi sur emporter son vélo avec soi, je vous indique que si vous venez en vélo à Toulouse dans les mois qui viennent, vous pourrez le mettre dans le téléphérique. Le téléphérique, on peut prendre son vélo avec soi pour passer la colline. Oui, parce que la colline en vélo, je ne le conseille pas. Elle est rude. Hein. Vous vouliez dire? Oui, il y a une chose qui ressort aussi de l'enquête, c'est l'appétence pour la voiture électrique. Alors c'est compliqué. C'est aussi un mais mode on a beaucoup décarboné. beaucoup de Français qui veulent aller sur la voiture électrique et on le retrouve aussi dans l'agglomération. C'est pas pour dire que il faut aller sur la voiture électrique, parce que je ne suis pas spécialiste pour le coup des politiques de mobilité, mais c'est pour dire quand même à quel point aujourd'hui on a beaucoup de ces Français-là dont parlait Alphonse Coulot qui sont bloqués un petit peu loin, qui prévoient d'avoir des modes de déplacement beaucoup plus écologiques, mais qui considèrent qu'ils vont devoir rester avec leur voiture, mais ce sera un autre véhicule, ce sera un véhicule électrique. Après, il y a des conditions dont il nous parle dans l'étude pour qu'ils basculent définitivement dans le véhicule électrique, mais le véhicule électrique, aujourd'hui, pour les Français et pour les habitants de l'agglomération, c'est une solution qui est crédible. Encore faut-il qu'ils aient l'assurance que, en utilisant une voiture électrique, ce ne soit pas plus dur qu'en utilisant une voiture à moteur thermique. C'est-à-dire qu'on mette plus de temps pour se garer, plus de temps pour recharger, et qu'entre guillemets, on perde plus de temps alors même qu'on habite plus loin. Si on arrive à les convaincre que vous gagnez du temps, enfin, vous ne perdez pas plus de temps, il y aura une bascule assez forte, parce que sur l'autonomie, ils en sont de plus en plus persuadés, ça marche. Jean-Michel Latte, sur les voitures électriques, c'est aussi un mode décarboné. Alors certes, ça n'enlève pas de voiture à la circulation, mais est-ce que ça fait partie de votre stratégie, l'implantation de bornes? Oui, on a de grands parkings chez Tisséo. Les parkings de bout de ligne, ces parkings, c'était des boîtes à voitures jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on essaye d'en faire des boîtes à service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier que vous trouvez dans tous les parkings vidéo, tous les parkings, je dis toujours EO quand je suis avec Tisséo, Linéo, Téléo. Oui. Quand vous êtes dans un parking Tisséo aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités justement pour recharger votre voiture. Que ce soit les parkings en hauteur ou les parkings de plat, on a véritablement développé toute une série d'équipements, bornes à charge lente, bornes à charge rapide. Donc c'est une évidence. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner en dehors. Donc il faut imaginer des services, dont des services autour de la voiture électrique. Et il y a aussi un enjeu de bornes à domicile ou au travail. Enfin, on l'expliquait dans une note de la Fabrique de la Cité. En fait, l'enjeu de l'autonomie disparaît, comme vous disiez, Étienne, à mesure qu'on sait où recharger et que recharger, c'est facile. En fait, aujourd'hui, recharger une voiture électrique, c'est au moins 20 minutes, voire 30 minutes. Si vous allez sur autoroute, vous attendez 20 minutes, puis après, vous savez que 2 heures après, il faut recharger. Vous allez rapidement en fait, prendre une voiture classique. Et il y aurait un sujet de complémentarité entre un trajet autoroute ou longue distance où vous pouvez recharger plus rapidement, et puis vous arrivez au travail ou le soir chez vous, et là, vous avez une recharge plus lente, qui en tout cas à domicile est assez simple en fait par rapport à l'image qu'on peut s'en faire à mettre en place, et vous pouvez la laisser garer quelques heures voire une nuit, et ensuite avoir l'assurance de repartir le lendemain si besoin en urgence, recharger une demi-heure sur autoroute. Mais je pense qu'il faut voir le sujet des bornes sur cette complémentarité des temps de recharge, sinon promouvoir une recharge rapide sur les grands axes mais ne pas assurer une recharge en ville ou l'inverse, hein, exactement. On manque un degré d'utilité, de confort qui ne permet pas de faire le pas en fait. Alors Jean-Michel Latte, dans l'étude, on découvre que 67% des habitants de la métropole trouvent que c'est aisé d'accéder au réseau de transport en commun. Comment on va chercher le tiers manquant, ces gens-là? C'est par l'offre qu'on va les convaincre ou... Pas uniquement, c'est l'offre bien sûr. On parlait tout à l'heure de l'Inéo. Le succès de l'Inéo, c'est sans doute les couloirs bus, c'est sans doute la priorité au feu, mais moi je considère que c'est avant tout l'offre. C'est parce qu'on a mis sur ces axes-là une offre très considérable qu'on a réussi à accueillir des gens qui ne prenaient pas le bus auparavant. L'offre crée la demande en fait. Oui, je crois. Oui. Je crois. Et on le voit sur pas mal de dossiers où on nous dit c'est peut-être pas intéressant de le faire là, on le fait quand même, on le fait bien et ça marche. Donc je crois qu'il faut qu'on soit attentif à ça. Mais l'offre, c'est un élément clé, mais l'offre, il a fallu la faire connaître. Le Linéo, ça marche aujourd'hui parce qu'on en a bien parlé avant, qu'on a expliqué, qu'il y a eu un bon bouche-oreille, etc. etc. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit très attentif à la pédagogie de ce que nous préparons et que les gens s'approprient ces dispositifs. Ils trouvent que c'est facile. Il y a un tiers qui est encore en difficulté. Il faut qu'on regarde pourquoi. Je pense que pour une bonne raison, c'est les problèmes de distance qui se posent par rapport à ça, mais pas que. Et il faut essayer de traiter ce type de difficultés. Après, avec la hausse des prix de l'énergie, vous allez avoir un argument prix qui va plaider en votre faveur, en faveur du transport en commun? Oui, mais je préfère
que l'argument soit facilité d'accès que l'argument prix. Hein, Ça peut être les deux. Vous avez raison, mais dire que c'est très cher de prendre un autre moyen, c'est pas un message très positif. Hein. C'est un Moi, choix par défaut, du coup. Voilà. en fait. Moi, j'aimerais mieux qu'ils viennent en disant c'est facile, c'est intéressant, c'est rapide, que de dire ça coûte. Voilà. Alors, Florent Quérol, on va regarder ensemble dans le détail ce qu'Airbus met en place pour prendre sa part sur la politique de mobilité, parce qu'on l'a dit, 25 000 salariés quotidiens, 40 000 déplacements par jour avec les sous-traitants in situ, qu'on dit, hein, c'est les prestataires qui viennent travailler sur les sites Airbus. Vous avez l'axe le plus immédiat, et on l'a vu pendant le Covid, hein, dès qu'on télétravaille, il n'y a plus de bouchons. Et il y a moins de pollution parce que voilà, on travaille à domicile. Vous en êtes où aujourd'hui chez Airbus de la politique de télétravail ? Alors effectivement, pendant la crise sanitaire, on a été un peu obligé de rester à la maison pour les fonctions qui pouvaient le faire. Et dès lors, on a fait une étude assez intéressante chez Airbus. Il y a 65% des salariés qui ont changé en fait leurs habitudes vis-à-vis du travail et vis-à-vis du télétravail. Donc là, aujourd'hui, on est sur un mode hybride, c'est-à-dire qu'on incite fortement les salariés donc à rester à la maison pendant 2 jours et à venir sur site 3 jours. Donc, mode hybride, télétravail, décalage aussi d'horaire. Pour arriver peut-être un peu plus tard, partir un peu plus tôt, et puis on peut se reconnecter à la maison avec des visioconférences. Donc ça, c'est vraiment finalement le premier pilier de notre politique de mobilité. C'est la mobilité qu'on n'a pas finalement, et ça permet aussi de décarboner l'agglomération. Donc c'est plutôt pas mal. Les Airbusiens s'en sont saisis de cette possibilité. On en est où aujourd'hui ? Et peut-être un peu tôt pour tirer un bilan ? Alors, il est un peu tôt pour tirer un bilan, mais effectivement, il y a une demande au niveau des salariés et on s'aperçoit qu'il y a également une demande au niveau des jeunes qui souhaitent rentrer chez Airbus. Les jeunes talents. Les jeunes talents qui veulent rentrer chez Airbus et qui ont effectivement des souhaits de ne pas revenir en fait 5 jours par semaine travailler à son poste de travail. Donc c'est vraiment un des axes qu'on essaye de développer au niveau d'Airbus. Et qui a un résultat immédiat en fait, hein, parce que dès qu'on met en place une politique de télétravail, certains jours ça peut être 25 à 40% de mobilité en moins grâce au télétravail. Tout à fait. Alors on a des jours effectivement dans la semaine où même après le Covid, la circulation est quand même beaucoup plus fluide sur l'agglomération grâce au télétravail, alors au niveau d'Airbus, mais effectivement, l'ensemble des collègues ou des sociétés appliquent un peu le même mode d'hybridation, on va dire. Alors ça, c'était le premier pilier. Vous avez d'autres piliers sur lesquels vous travaillez pour la mobilité de vos salariés ? Alors des piliers, effectivement, on en a pas mal. Hein. Finalement, on a 5 grands piliers pour la mobilité. Donc cette hybridation, ce travail hybride. Ensuite, il y a bien évidemment le covoiturage. Le covoiturage, on a vu que ça s'accélérait. Aujourd'hui, on est à peu près entre 10 et 15% de nos salariés qui covoiturent régulièrement. On a lancé, grâce à Commute, donc avec l'ensemble des acteurs de la zone aéroportuaire toulousaine, on a lancé une application qui s'appelle Carros. On a déjà à peu près plus de 4000 inscrits sur cette application. Donc les gens, effectivement, covoiturent de plus en plus. On a parlé de la voiture électrique. Donc on a installé des bornes en fait sur site. Sur vos sites, ouais. Donc il y a à peu près un peu moins d'une centaine de bornes pour pouvoir permettre aux collaborateurs qui viendraient de l'hypercentre-ville de Toulouse de recharger la voiture. Donc deuxième pilier, donc la covoiturage et l'électrification avec les bornes électriques. Le pilier majeur, et aussi c'est bon pour la santé, c'est le vélo. Ah, ça va faire plaisir à Jean-Michel Latte. Voilà, le vélo, donc alors soit vélo traditionnel ou vélo électrique.
Donc ça, il y a vraiment une envolée au niveau des sites toulousains et au niveau du site industriel d'Airbus sur l'utilisation du vélo. Et vous avez construit des pistes cyclables du coup Alors, sur vos sites. Effectivement, là on est à peu près à 4 km de pistes cyclables construites. On a un projet encore jusqu'à... Donc on va avoisiner les 10 km très, très prochainement. On a également, grâce à Toulouse Métropole, l'encerclement, on va dire, de la zone aéroportuaire en piste cyclable, qui doit se terminer fin 2022. Donc c'est assez proche. Le vélo, ça représente aujourd'hui à peu près 20 à 30% en termes de répartition. Donc 20 à 30% de nos salariés prennent régulièrement le vélo. C'est quand même énorme. Alors c'est énorme, ouais, c'est énorme, et on a vu effectivement durant le Covid une accélération sur le vélo. La voiture particulière finalement diminue. On était avant le Covid à 70%, là on est plus aux alentours de 60%. Donc il y a effectivement une bonne tendance. Alors le vélo, c'est le troisième pilier. Et puis après, on a notre propre système de navettes, de bus. Donc du transport en commun internalisé, on va dire. Transport en commun à l'intérieur du site. Je le rappelle pour les internautes. Le site, c'est 700 hectares. Donc c'est une véritable ville dans la ville. Donc on a à peu près une petite vingtaine de lignes en fait, sur le site, et également des lignes qui font le site industriel d'Airbus jusqu'à l'hypercentre-ville sur la gare Matabio, donc qui permet finalement de faire la jonction en fait, avec les transports en commun. Est-ce que ces lignes sont pour le centre-ville en fait, sont utilisables toute la journée, ou vous respectez des heures de pointe matin et soir entre le lieu de travail et le centre-ville? Parce qu'on pourrait imaginer que en fait, là, vous répondez à un service qui est presque sur mesure pour le salarié en fonction de ses horaires sur une voie. Le tracé est fait, quoi. Alors effectivement, c'est un service sur mesure pour les salariés d'Airbus, et aussi pour l'ensemble de la chaîne de la filière aéronautique. C'est sur mesure parce qu'on adapte la fréquence en fonction des horaires de travail, mais elle est en continu en fait toute la journée. Et peut-être qu'on pourrait, j'imagine, développer ça à la plupart des sites, parce qu'Airbus, le site est immense, mais vous avez d'autres zones d'emploi assez déconcentrées autour de Toulouse. Ça peut être une option qui pourrait soit à la charge de l'employeur ou de la métropole. Ça dépend des jeux d'échelle, mais là, on arrive à capter un flux pendulaire. On y a réfléchi. Sur le site d'Airbus, c'est particulier. À terme, on espère que la troisième ligne jouera son rôle. Par contre, ce que vous évoquez, c'est un projet que nous développons, nous, chez TCO. Ce sont les lignes emploi. Aujourd'hui, on a affiné. On a des lignes express. Et on est en train de préparer un projet de ligne emploi. C'est quoi une ligne emploi? C'est une ligne qui a une fréquence forte sur les horaires d'activité. Et donc, ça touche les zones un peu diffuses que vous évoquez. Donc, ça fait partie des choses qu'on essaye de diversifier par rapport à ça. Juste un mot sur Airbus et le vélo. Nous, TCO, on regarde un peu les choses. Chez Airbus, il y a une sociologie vélo. C'est-à-dire que le salarié d'Airbus n'est pas un salarié comme les autres. Il est plus propice à aller vers le vélo que d'autres salariés. Ça veut dire que nous, il faut qu'on imagine un message qui soit différent. Chez Airbus, ça va un peu tout seul, le vélo. Il faut qu'on aille plus fort sur d'autres sites industriels. Alors Jean-Michel Latte, j'aimerais qu'on revienne sur un point de l'étude qui m'a paru très intéressant, c'est cette dichotomie entre la ville-centre et la première, deuxième couronne de la métropole, où on voit que le recours à la voiture est beaucoup plus utilisé plus on s'éloigne de la ville-centre, ce qui semble normal. Comment vous allez traiter ce sujet? Alors la ligne de métro, la troisième, pour la première fois, elle est vraiment métropolitaine, c'est-à-dire qu'elle va du Sicoval, de la Beige jusqu'à Colomiers, elle dépasse les frontières de la ville propre de Toulouse. Au-delà de ça, comment vous allez adresser ces gens qui sont en deuxième, troisième couronne? Alors, la problématique de l'agglomération toulousaine, elle est avant tout géographique. L'agglomération est très vaste. On compare souvent en disant que l'agglomération toulousaine est plus vaste que l'agglomération parisienne, en fait, par rapport, en particulier quand on raisonne de ville à ville. La réponse, elle ne peut venir que de la multimodalité. C'est-à-dire qu'on aura sur Toulouse et sur les parties terminales de la ligne 3, on aura une vraie colonne vertébrale qui va permettre la redistribution.
Mais cette redistribution ne sera efficace que si on arrive à récupérer les clients que vous évoquez qui sont parfois très éloignés. Et quand on regarde géographiquement comment les choses sont situées, on s'aperçoit qu'on ne peut être efficace que si on multiplie les solutions. Donc c'est le rail, ce fameux RER à la toulousaine, c'est les lignes linéaux prolongées et c'est la redéfinition de l'ensemble des réseaux secondaires qui n'ont de secondaire que le nom et qui, eux seuls, peuvent nous permettre de capter des gens qui sont dans des situations géographiques extrêmement diffuses. Face au succès de l'INEO, est-ce que vous prévoyez d'en ouvrir plus que prévu? Parce que ça se déploie relativement rapidement, c'est pas trop cher et apparemment c'est plébiscité. Enfin, c'est beaucoup moins cher qu'un métro. Oui. Alors, on ne met pas du l'INEO partout. L'enjeu de l'INEO, c'est justement de créer cette architecture, de créer un réseau particulier, mais on a critérisé l'INEO, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une densité de population suffisante, il faut qu'on ait de la capacité, etc. Donc on peut mettre en place des LINEO, on y travaille. Moi j'ai des équipes qui réfléchissent aux futures lignes LINEO. Pour le moment on en a 9, on inaugurera la 10 en septembre, puis on aura la 11 qui sera en janvier suivant, et puis on aura la 12, etc. Donc ça se développe. Mais on commence à réfléchir à l'avenir avec quand même une attente, c'est qu'on ait une population à capter. Et donc on a des zones où on sait qu'aujourd'hui l'INEO c'est trop, ça serait extrêmement déficitaire, mais où on sent que dans quelques années, avec l'augmentation de la population, avec l'urbanisation, ça deviendra des zones importantes. Il faut être très fin sur l'INEO. Si on envoie du l'INEO et qu'il est vide, on a raté casse sa cible. Oui, puis surtout, on abîme l'image. Pas que l'image, on n'a plus de quoi investir parce que ça sera extrêmement déficitaire. Donc il faut trouver ce point d'équilibre entre l'efficacité, l'optimisation et ne pas imaginer qu'un produit comme un produit INEO, c'est magique et que ça peut se mettre partout. Étendre les LINEO, c'est vous visez combien de kilomètres si on part du centre Toulouse à... La LINEO 1, par exemple, elle a été prolongée dans ses deux extrémités. On a une extrémité qui maintenant va jusqu'au Stade Toulousain et de l'autre côté, on est allé jusqu'à la clinique de Cannes-François-Grive. Donc on a une ligne qui ne cesse de se rallonger chaque fois qu'on a une capacité supplémentaire à les capter. Et l'INEO 1, c'est ce fameux l'INEO qui fait 26 000 alors qu'il avait été prévu pour 16 000. Quand on est allé jusqu'à Cannes-François-Grive et une des plus grosses cliniques de Toulouse, on a trouvé notre clientèle. Et donc on pourrait imaginer des déplacements gradués d'une ligne qui irait jusqu'à 15 km du centre et puis l'étalement faisant 20 km, 30, ça peut se concevoir. L'efficacité, c'est la première couronne pour le l'INEO. Au-delà de la première couronne, on est vraiment dans du diffus. Le concept INEO ne correspond pas. Il faut utiliser d'autres moyens, y compris pour des zones très très diffuses, le transport à la demande. On a des lignes de transport à la demande. Et qui là vont chercher presque à l'unité. Oui, l'unité. Voilà, c'est du sur-mesure. Sur-mesure, oui. Un mot, Jean-Michel Latte, peut-être, on ne peut pas terminer sans parler de la zone à faible émission, la ZFE, qui est entrée en vigueur au 1er mars. Est-ce que pour vous, c'est un outil de santé publique avant tout, ou c'est aussi un outil qui participe de la politique des transports ? Alors, j'allais dire les deux. C'est un outil majeur. C'est mon collègue François Chollet qui est responsable de ce dossier. C'est un médecin, François. Et quand il nous parle du pourquoi et du comment, on comprend très vite ce qu'il explique. On est sur un taux de pollution, en milieu urbain comme Toulouse ou ailleurs, qui n'est pas acceptable. Le transport en commun, ça peut être une partie de la réponse, à condition que la substitution soit facile à faire. Et donc, nous, on travaille aujourd'hui à ça, à trouver le moyen de permettre à quelqu'un qui ne peut plus utiliser sa voiture d'utiliser efficacement un outil qui lui permettra d'aller dans le centre de Toulouse. Donc on est vraiment sur cette partie prospective importante. On est sur des textes européens qu'il faut appliquer, mais il faut que les gens s'y retrouvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un laisse sa voiture pour prendre le transport en commun ? C'est qu'en efficacité, il n'y perd pas. C'est surtout ça. Moi, les gens qui me disent je ne prends pas le bus parce que ça me fait faire 3 fois plus de temps que de venir en voiture, ils illustrent cette donnée-là. Donc il faut trouver le moyen de rendre les choses efficaces. Le l'INEO, c'est un outil efficace. C'est un outil efficace et à venir, il y aura le métro également et Téléo. Donc voilà. L'inauguration, vous la prévoyez pour quel horizon à peu près ? Vous savez que c'est un secret industriel. C'est un secret, alors on dit au printemps, si on dit au printemps, on va être plus précis, début mai.
après les élections présidentielles. Début mai après les élections présidentielles. Voilà. Très bien. En tout cas, on est un peu juste en temps parce que les débats ont été riches, on s'est laissé un peu emporter. Donc, s'il y a des questions, vous nous les faites passer, puis on les reroutera évidemment à la Fabrique de la Cité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants de nous avoir éclairés sur le déplacement des Toulousains. Et on a appris plein de choses. En fait, ils sont très, très prêts à changer pour peu qu'ils aient une solution à porter demain. Merci beaucoup. Vous lirez évidemment cette enquête demain dans la Dépêche du Midi. Et puis, vous retrouverez le replay de cette émission sur notre site et également sur le site de la Fabrique de la Cité si vous n'avez pas pu nous suivre en direct. Merci beaucoup et bonne soirée.